Or, dans votre roman, vous ne parlez pas de Cyrulnik, mais est-ce que vous pouvez faire en 2 mots le rapprochement avec... Oui, alors vous avez compris qu'on a affaire à un cheptel humain, donc de personnes qui sont complètement coupées de l'extérieur. Au moment où moi j'exploite ce thème, je suis dans un souci de cohérence et de récit, où je suis obligé de me demander, c'est très bien, il n'y a pas une communauté comme ça qui est née spontanément comme un champignon, donc d'où viennent ces gens? Et à ce moment-là, je suis obligé, je conçois un lien avec la Seconde Guerre mondiale, je conçois un lien avec, qui est d'ailleurs du coup hyper exploité, puisque c'est l'origine même de cette communauté, sans trop vous en dire, mais voilà, est en lien, je vais rester un peu... je vais survoler, est en lien avec la Seconde Guerre mondiale et effectivement la persécution, la Shoah, et la persécution des Juifs en France en l'occurrence, et la fuite d'un certain nombre de Juifs via les Pyrénées pour rejoindre des zones libres ou moins... où ils étaient moins en danger. Et du coup, effectivement, là, on a à un moment donné une évocation, enfin un rappel de la rafle du Veldiv, dont on a peu parlé en France jusqu'à il y a, je pense qu'on a commencé à vraiment en parler dans les années 90-2000, de manière, je veux dire, populaire, voilà, sinon ça restait un épisode un peu finalement peu abordé. Et donc c'était sympathique, entre guillemets sympathique, je veux dire, c'était intéressant pour moi aussi d'aller sur cet épisode-là, qui est un épisode très court et pourtant qui contient à lui tout seul toute l'horreur finalement symbolique de cette Deuxième Guerre. Et donc on a un personnage qui, par le biais de sa propre quête personnelle, puisqu'il va se rendre compte à l'âge de 71 ans que, en fait, il ne connaît pas, on lui a menti, il y a un secret de famille, il ne connaît pas ses origines, et sa quête personnelle va permettre au lecteur de remonter finalement, puisqu'il va être évidemment en lien avec, il va remonter jusqu'à ce cheptel dont il est finalement... Mais là, il y a une construction, Céline, de votre roman qui est d'une qualité que je me permettrais de qualifier de rare. C'est pas moi qui le dis. Il y a vous avez dû y bosser, je pense, beaucoup sur cette question-là, sur la construction. Il y a également des pages sur des poursuites policières, carrément, dans les Pyrénées, qui vont, je pense, séduire tous les lecteurs qui vont fréquenter ce livre, qui le méritent tant. La rafle du Veldiv, je rappelle, c'était, de mémoire, en avril 1942, à peu près. Un autre écho de ce livre sur l'enfermement et sur l'enfermement surtout, je ne sais pas si vous connaissez la question des cagots, C-A-G-O-T-S. Je vais vous lire une page, c'est une réalité historique, page 72 d'un essai historique sur le phénomène des cagots qui a concerné la région pour l'essentiel du Béarn, mais également Cabreton, mais également Marmande, enfin tout le Grand Sud-Ouest, je dirais. De telles relations ne furent qu'exceptionnelles, certains articles des forces, certaines coutumes de différentes villes se révélant bien difficiles à supporter. Au Mas d'Agenais, en 1388, ces malheureux, les cagots, ne se voyaient-ils pas assimilés aux Juifs? Ils ne pouvaient toucher ni pain ni fruits. La race qui se targuait d'être saine ne devait pas leur acheter du bétail ou de la volaille pour revendre, ni faire appel à eux pour vendanger. Vous voyez ce phénomène de l'exclusion et de l'enfermement, notre type d'enfermement. Il y a aussi, et on peut établir un rapport avec la thématique la plus forte de votre roman, les bagnes pour enfants, qui existent toujours malheureusement. Alors le grand paradoxe de votre roman réside pour moi, dans la coexistence d'un cadre temporel très strict. Il y a dans le roman de Céline 10 journées, dont la plupart font à peu près 150 pages,
précédé par 3 mois avant J-1, et après ça démarre J+1, etc. Donc on a 10 journées, entrecoupées de quelques nuits. Donc vous voyez que du point de vue temporel, c'est très très cadré. Et le paradoxe, c'est qu'il y a parallèlement à ça une atomisation de l'espace et du temps. Le temps explose, vous le faites exploser. Heureusement qu'il y a ces repères, parce qu'on serait totalement paumé. Et l'espace également, on navigue partout, je dirais pas seulement dans le sud-ouest, beaucoup dans le sud-ouest, mais partout ailleurs. Alors sur l'atomisation du temps, on n'a pas trop le temps, ça passe tellement vite. Page 714 et 724, c'est très spectaculaire, mais page 42-43, on perçoit cette explosion du temps de façon assez nette. Dans mes nuits les plus blanches, j'en suis même arrivé à douter de l'authenticité de mes propres souvenirs. Je ne vous dis que ça. Ce qui n'est pas sans me rappeler un chef-d'œuvre, un pédigré de Modiano. Alors, je vais agacer Céline, parce que vous avez compris que ça m'intéresse de l'agacer. Je l'ai traitée de balsacienne, et je vais dire qu'elle est modianesque. Regardez la première page, qui est admirable. C'est pour vous situer aussi le niveau de son écriture. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'elle n'a pas du tout l'intention de s'inscrire dans la constellation Modiano. Mais elle en est proche, mais c'est Céline. Voilà ce qu'est Céline. Elle parle de Louis Barthes, qu'on retrouve tout à fait à la fin, 933 pages plus loin, à Rivedoux, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai 73 ans et je m'appelle Louis Barthes. C'est du moins ainsi que je me suis fait appeler toute ma vie. En témoigne la plaque de mon cabinet notarial du 4, rue de la République à Paris. Louis Barthes, c'est mon identité officielle, le nom et le prénom qui font de moi l'homme que je suis aujourd'hui, le socle de la vie que j'ai construite. Et tandis que, dans cette maison de Nogent-sur-Marne, qui a connu mes pleurs, mes rires et mes rêves d'enfant, je revois mes premiers pas dans le grand escalier de bois ciré qui distribue les étages. J'ai le sentiment vertigineux et discordant de ma propre dislocation. Parce que mes yeux fixent avec ahurissement mon acte de décès. Un bout de papier jauni par les années, rédigé d'une plume d'antan par un médecin que j'ai très bien connu, notre médecin de famille, mort il y a désormais 10 ans, le docteur Paradou, le bon docteur Paradou. Je signale au passage qu'elle est toulousaine, Céline, et qu'il y a une rue du Paradou à Paris. À Toulouse. Pas de hasard. Il y aurait d'ailleurs un grand travail à faire sur les noms propres. Un grand travail à faire. Donc, je viens de vous lire la page, le début, la page 11 exactement, du roman de Céline. Et je vous lis la 4e de couverture de Un pédigré de Modiano. Vous allez me dire si vous n'êtes pas modianesque. C'est d'accord. J'écris ces pages comme on rédige un constat, dit Modiano, ou un curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma 21e année, je les ai vécus en transparence. Ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi. Tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie. On est chez Céline, on est chez Modiano, ce qui ne veut pas dire que Modiano est meilleur que Céline. Ensuite, l'une des clés de ce récit, bon là c'est tellement évident, sinon ce ne serait pas un polar, c'est la peur. Il s'agit d'un thème, malheureusement, omniprésent dans le monde dans lequel nous vivons, sous des formes multiples. J'ai bien aimé, dans une interview,
lorsque vous rappelez quelque chose à propos de Roger Gicquel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? La France a peur. Oui, cette phrase, j'étais petite, mais je m'en souviens d'ailleurs. La France a peur, bon ben voilà, tout est dit. Enfermez-vous dans vos chaumières et serrez-vous les uns contre les autres. Voilà, la menace est partout, la menace est dehors. Bon, voilà. Ça vous rappelle quelque chose aujourd'hui? Alors, à propos de la peur, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passages à lire, mais je ne vais pas en lire 9, sinon on y est jusqu'à midi et demi. Alors, il y en a un que j'ai noté capital sur la peur. De la grande rafle, celle de 1990, la toute première qui a intronisé le cheptel et gravé à tout jamais le trauma initial, le mythe fondateur dans la conscience collective. Depuis, j'en organise régulièrement, vous savez, poursuit-elle en mangeant. La peur, Louis, la peur est un puissant sortilège que seule la survenance des événements redoutés réactualise sans cesse. La peur de la guerre, de nos ennemis les Boches, qui organisent régulièrement des rafles. Des dieux de l'ombre, cette peur doit être entretenue, vous comprenez, n'est-ce pas? Un glapissement s'échappe de ma bouche, malgré moi, sans que je le commande, sans que je le sente venir. Grâce à la rafle de 1990, j'ai reconfiguré le cheptel, reformaté la mémoire, en quelque sorte. J'ai éradiqué la majorité des adultes, ceux qui voyaient en mon père le bon roi protecteur. Les geôles ne manquant pas dans une ancienne colonie pénitentiaire, j'ai gardé quelques spécimens pour commencer mon commerce. Votre commerce? D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Anna a fait partie de cela. Ouais, donc, parce que là, on a effectivement Louis, le notaire, qui part à la quête de ses origines et qui va effectivement trouver les réponses, entre autres dans ce passage-là, effectivement, en étant confronté à cette grande prêtresse qui règne sur un cheptel humain. Dit comme ça peut paraître... mais si on rentre dans le livre, a priori, c'était tout l'enjeu, tout le long du récit, de l'écriture, c'était de rendre la chose possible, de la rendre crédible, que de ne pas perdre le lecteur. Parce qu'au moindre glissement, on est presque sur quelque chose qui serait presque de l'ordre du mythe, en fait. Et donc, à un moment donné, comment garder le lecteur arrimé, et ils ne disent pas, non mais elle est barrée, c'est complètement... Voilà. Et ça, je crois que ça a fonctionné, parce que les gens m'ont dit, on refermait le livre et m'ont tous dit, mais finalement, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et ça pourrait être possible. Voilà. Je crois que et pourquoi pas, c'est un peu le fond de tout grand roman polar. Oui, on ne peut pas faire fonctionner un polar sans ça. Oui. Ensuite, l'autre thème, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai été obligé de me frustrer, que j'ai choisi, c'est un thème très fort, me semble-t-il, celui de l'identité. Bon, on l'a chez Modiano, je parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a la quête de l'identité chez Barthes, qui n'a rien à voir avec le sémiologue. Et également chez Atrimen. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Atrimen, qui est un personnage très important? En fait, j'ai fait le choix, à un moment donné, de montrer évidemment ce qui se passe en dehors de ce cheptel et de montrer de confronter ça à l'intérieur aussi de ce cheptel. Et donc, là, on va retrouver un certain nombre de personnages, il n'y en a pas énormément, que je fais exister, qui sont des jeunes, qui vivent à l'intérieur et qui ont une vision du monde, comme vous l'avez plus ou moins compris, complètement faussée, extrapolée. Bon. Et ce personnage-là, Atrimen, ainsi que son ami Elisen, sont des jeunes ados et sont grandis là. Et donc, évidemment que je fais rentrer un élément extérieur, hein, c'est ce qui provoque, voilà, il y a l'eau qui dort et d'un coup, plaf, à la surface de l'eau, il y a un caillou, pam, ça fait des vagues. Et là, c'est exactement ce qui se passe, l'irruption d'un élément extérieur, voilà, non maîtrisé, non maîtrisable, et qui va du coup interroger rapidement ces deux jeunes filles sur
la réalité, la vérité qu'elles pensent détenir autour de leur vie, de leur identité, de ce qui se passe dehors, et qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles croient connaître. Et d'un coup, voilà, il y a cette évolution, la mise en cause, le premier doute autour de ce que l'on croit tenir pour vrai, ce que l'on croit qu'on n'aurait jamais contesté comme ça, spontanément, mais qui, par la force d'un événement extérieur, fait éclater en miettes tout ce qu'on pensait savoir de nous et de notre identité, pour revenir à ce que vous disiez.